Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est pianiste, l'une des plus reconnues et connues au monde, pointue et populaire à la fois, classique et contemporaine en même temps. Elle a joué sous la direction des plus grands chefs et interprété un répertoire allant de Beethoven à Satie, de Bach à Schubert. Mais c'est avec Mozart qu'elle renoue dans son dernier disque, plus précisément avec 2 concertos qui l'accompagnent depuis son enfance. Le 20e concerto en ré mineur et le 27e concerto en si bémol majeur. Bonjour Anne Kefelec. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé, parce que je vous ai demandé juste avant d'entrer en studio, comment on disait? On disait concerto 20, 20e concerto, et alors vous m'avez précisé le 20e, le 27e plutôt, voilà. C'est ça. Vous avez très très bien dit. Et puis, quand on aime, on ne compte pas. Puis vous m'avez précisé aussi les K466, K595. C'est quoi ce K? Ce cas, alors il y a 2 cas dans l'histoire de la musique. Il y a le cas de Scarlatti, qui est Kirkpatrick, c'est le nom de la personne qui a opéré le classement. Et c'est la même chose pour Mozart, à part que son cas à lui, c'est Monsieur Köchel. Köchel, c'est le nom, encore une fois, de celui qui a établi le catalogue des œuvres de Mozart. Alors ces 2 concertos, Anne Kefelec, vous le dites sur la pochette de ce disque, qu'ils appartiennent à votre enfance et à votre jeunesse. C'est-à-dire, vous les jouiez quand vous étiez petite? C'est le premier souvenir musical que vous avez? Mozart, c'est vrai que je l'ai joué très, 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 très jeune, plus que jeune, enfant vraiment. Et plus j'avançais au fur et à mesure de mon parcours de musicienne, plus je me suis réjouie de cette familiarité immédiate avec ce compositeur qui, pour tous les musiciens, si vous les interrogez, vous leur demandez ce qui leur semble le plus difficile à interpréter, ils vous répondent toujours que c'est Mozart. Parce que c'est une musique dans laquelle on est très facilement à nu, on peut rien cacher. Il y a une forme de transparence qui est en même temps un mystère en pleine lumière, comme disait Claudel pour sa sœur Camille. Et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours même comment travailler sa musique parce qu'elle est tellement bien écrite. À partir du moment où vous avez un outil technique développé, en principe, vous ne devez pas vous arracher les cheveux avec des octaves épouvantablement, enfin des cascades de virtuosité, vous voyez, qui sont parfois des performances vraiment physiques. Là, c'est le contrôle, évidemment, qui demande la technique, c'est bien autre chose que la force, évidemment. C'est aussi le contrôle et la délicatesse. Mais bref, je reviens à sa présence dans mon enfance et ma jeunesse. C'est surtout que dans ma famille, mon père, Henri Kefelec, qui était très passionné de musique et qui avait fait du piano à Brest, dans sa maison natale, il avait une grande passion pour Mozart. Mozart et Schubert, c'était ses dieux. Et d'ailleurs, grâce à lui, il a souhaité que sa fille très tôt aille à Salzbourg faire un petit pèlerinage avec ma mère. Nous sommes partis toutes les deux à Noël à Salzbourg. Et vous aviez quel âge, vous en souvenez? J'avais 12 ans, oui. Alors, ça commençait à être sérieux. Et puis, je veux dire, au point de vue... Vous faisiez déjà du piano depuis bien un sûr, certain nombre d'années. Mon apprentissage a déjà été, oui, tout de même, plus ou moins avec une mise sur orbite professionnelle, en quelque sorte. Bien que je n'avais aucune idée de ce que représentait le fait de devenir pianiste, mais j'y allais en confiance. Vous vouliez déjà faire ça? Dans ma petite enfance, surtout, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. J'aimais profondément la musique, mais je me disais, je serais pianiste dans la semaine et fleuriste le dimanche. Vous voyez, donc j'avais une parfaite méconnaissance de ce que représente. Oui, parce que vous n'êtes pas fleuriste le dimanche, là. Je ne peux plus. Je reçois éventuellement, de moins en moins d'ailleurs, des fleurs sur la scène. C'est vrai, vous jetez des fleurs sur la scène à la fin des concerts. C'est vrai que c'est une méconnaissance des 2 métiers, parce que les mains gercées, ça n'aurait pas été idéal pour jouer du piano, naturellement. C'est vrai. Mais il y avait donc cette présence de Mozart dans la famille, qu'on écoutait beaucoup, et puis le fait que, notamment le concerto en ré mineur, je l'ai découvert sous les doigts de Clara Askill, dans une merveilleuse interprétation que j'ai écoutée en boucle. Ensuite, le tout dernier, si bémol, c'est le tout dernier concerto de Mozart, très peu de temps avant sa mort. Je l'ai joué aussi à 20 ans. Donc, j'étais vraiment... pour moi, Mozart, en quelque sorte, allait de lui-même, allait de source, enfin.
c'est difficile de reprendre la parole sur vous, si je puis dire, Anne Kefelec, puisque c'est vous que l'on entend interpréter le deuxième mouvement du 20e concerto en ré mineur. Vous l'avez dit, pour vous, ça coulait presque de source de rejouer du Mozart, mais vous avez dit aussi que c'était un compositeur extrêmement difficile pour la plupart des musiciens. Pour moi aussi, tout de même. Ah ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, bien sûr, parce qu'il met la barre très haut. Parce que mais qu'est-ce qu'on a peur de rater? En quoi son écriture est tellement parfaite, tellement limpide, tellement clarifiante que mais ça, je le dis souvent, on a la sensation que c'est du cristal, mais que en effet, on n'ose pas toujours toucher le cristal puisqu'on peut laisser des traces de doigts malvenues. Mais par ailleurs, tout de suite après, quand je me dis ça, je me dis mais il faut boire dans ce cristal. Et c'est tellement de la vie cette musique. La musique de toute façon, c'est de la vie. Et il faut vraiment, au contraire, s'engorger. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de réussir à jouer parfaitement Mozart, où il y a toujours un écart avec l'idée qu'on s'en fait? Justement, vous parlez de perfection de la partition, mais une musique écrite, ça sert à rien presque. Il faut l'interpréter. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est lettre morte, littéralement. La musique doit sonner, elle doit passer par on peut dire un intermédiaire. Et c'est aussi pour moi la force de cet art par rapport à d'autres. Quand vous regardez un tableau, vous pouvez dire que c'est peut-être a priori pour certaines personnes, c'est peut-être mieux parce qu'il n'y a pas d'interprète, c'est entre l'œuvre et vous que ça se passe. Alors qu'en musique, vous êtes toujours obligé de passer par un tiers, par quelqu'un qui va prétendre, ben voilà, ce que je vais vous jouer, c'est telle et telle sonate de Mozart, c'est telle sonate de Beethoven, et c'est ça le texte. Et il endosse cette responsabilité qui est énorme. Donc, aussi une autre force de la musique, pour moi, c'est que il n'y a pas une vérité absolue dans l'œuvre. Je pense même qu'elle dépasse le compositeur lui-même, qu'il ne sait pas. D'ailleurs, tout grand artiste ne sait pas ce qu'il a mis dans son œuvre. Et au fond, ils sont tous porteurs de quelque chose de plus grand qu'eux, qui les dépasse. Et quand j'imagine, par exemple, un fantasme totalement délirant, au paradis, Beethoven écoutant Mozart, une centaine de grands interprètes, et sidéré d'entendre tout à coup à quel point ils ont posé dans leurs œuvres des notions, des éléments, des formes de vie dont ils étaient ignorants. Et donc, c'est une richesse absolument inépuisable, puisque c'est une vérité qui se renouvelle en permanence. Quelle serait votre interprétation, Anne Kefelec? Vous la définiriez comment, votre approche de cette œuvre de Mozart? Je ne la définis pas. Je la définis pas une bonne fois pour toutes. Vous n'avez pas un style, par exemple, une manière d'approcher les œuvres qu'on ne trouve pas chez d'autres pianistes? Ça n'est pas de mon ressort de juger ça, et je pense que c'est une question un peu annexe en quelque sorte. C'est pas ça que je me pose comme question. C'est vraiment entre moi et le texte que ça se passe. Et puis aussi au moment où on est écouté, parce que je crois énormément à l'interaction avec le public. Le fait de cette présence là, je l'ai vécu avant-hier vraiment d'une façon profonde et pour moi extraordinairement émouvante au Théâtre des Champs-Élysées dans les 3 dernières sonates de Beethoven où il y a cette présence et cet inconnu qui est là, mais en même temps une attente, un appel venant du public qui modifie votre équilibre émotionnel et à nouveau fait qu'on joue en effet l'œuvre différemment. Mais on ne peut jamais jouer 2 fois une œuvre de la même manière. Le tableau, il est fixe. Il est fixe, il est d'ailleurs descriptible. Il peut brûler, on peut lancer de l'acide dessus. Vous lancez de l'acide sur une partition de concerto de Mozart, elle s'en fiche, tant que quelqu'un l'a en mémoire. Et justement, vous la mettez en mémoire aussi en la gravant sur un disque. Comment est-ce que ça se passe quand vous réécoutez après l'enregistrement et à quel moment est-ce que vous êtes satisfaite, Anne Kefelec, de votre interprétation? Voilà, ça c'est la question qui tue. Je suis désolé. Parce que, par ailleurs, je trouve vraiment magnifique l'aventure de l'enregistrement, parce que c'est un peu un moment précis de la vie où on s'arrête, voilà, c'est à ce rendez-vous avec une œuvre. Alors vous préparez vraiment avant autant que vous pouvez vous donner votre meilleur dans la préparation, dans la réflexion sur l'œuvre, et ensuite à un moment donné, adieuvat, c'est comme dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, pour semer, pour récolter, il faut récolter. Et là,
évidemment, c'est comme on l'arrête, l'interprétation dans le temps, on la fixe. A priori, la musique, c'est pas destiné à être fixée. Autrefois, ça se fixait pas. On aurait été bien heureux d'avoir un nocturne de Chopin par Chopin ou évidemment un concerto de Mozart par Mozart. Bon, on ne les a pas. Ça n'est pas fait pour ça à la base. Néanmoins, réjouissons-nous d'avoir quand même ces traces, mais ça ne doit rester que des traces. Et alors, je reconnais que je ne passe pas un temps fou du tout à me réécouter en enregistrement, tout en me réjouissant beaucoup de ce que ça m'a apporté par rapport encore une fois, à l'approfondissement de l'œuvre. Mais ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est, parce que ça, je pense que c'est pédagogiquement pour soi-même très, très, très précieux, c'est d'écouter les enregistrements de concerts. Parce que ça, c'est encore autre chose. On se met plus en danger que pendant l'enregistrement. Maintenant, dans l'enregistrement, vous pouvez rectifier beaucoup de choses et bon, le mot de perfection de toute façon n'est pas ce qu'on vise, mais enfin, en tout cas, il y a des risques qui ne sont plus pris maintenant dans les enregistrements en studio ou en salle comme ça. Mais au moment du concert, live, comme on dit, là, on est un peu au-dessus de l'abîme et on s'en réjouit aussi, bien sûr, mais c'est très instructif pour soi-même. On a parlé de l'attachement que vous aviez, Anne Kefelec, à ces 2 concertos. On en a entendu un court extrait du 2e mouvement du 20e concerto en ré mineur. Au-delà de cet attachement, qu'est-ce qui est parfait dans ces concertos de Mozart? Vous avez dit c'est un compositeur parfait. Il a révolutionné tellement de choses, mais précisément là, dans ce qu'on a entendu. Oui, alors je ne dirais pas qu'il est un compositeur parfait. La perfection, de toute façon, en art, c'est une notion qui n'a pas vraiment de sens. Qui est relative, oui. Ce qui est parfait chez Mozart, c'est son outil, si vous voulez. Et puis le fait, alors ça c'est comme une énigme, quand on regarde ses manuscrits, il n'y a pas de rature. Pratiquement, on dirait que ça sort comme ça. Et le travail s'est fait en amont, dans sa tête. Et il était capable d'écrire tout en composant, d'écrire par exemple un mouvement, tout en composant un autre dans sa tête. Il y avait plusieurs étages, donc qui fonctionnaient. Et dans un sens, béni soit ce don inouï, parce que il est mort à 35 ans tout de même. Donc il n'avait pas beaucoup de temps, cet homme. Mais il a commencé avant 5 ans, quand même. Donc il a commencé très tôt, quand même. Hein. Il a commencé très tôt, mais n'empêche, quand on voit l'immensité de son œuvre, oui. et tout ce qui, par ailleurs, il accomplissait dans son existence, dans tous les plans, y compris privés, familial, personnel. Bon, il avait tout, des enfants, une femme, des amours, des frères maçons, des élèves, des interprètes, et en même temps il jouait au billard dans sa chambre à coucher. Donc vous voyez, il y avait tout ce qu'il a pu entre guillemets caser dans sa vie d'homme, c'est absolument hallucinant. Je pense quelquefois on est tenté devant ce phénomène, parce que c'est vraiment un phénomène, de lui poser la question qu'au début de la flûte enchantée, on pose à Papageno Sag mir du lustiger Freund, wer du bist, ami joyeux, qui es-tu? Et Papageno répond comme si c'était tout à fait normal, ein Mensch wie du, un homme comme toi. Et avec Mozart, on a envie de lui dire, mais quel homme es-tu, Mozart? Et il répond, je trouve dans sa musique, ça aussi c'est magnifique, un homme comme toi. Et c'est une sacrée bonne nouvelle. À propos de ce concerto, vous disiez en fait que je vous ai posé la question du style, Anne Kefelec, vous avez dit mais c'est une question annexe, mon approche ça joue entre moi et le texte. Mais quand on joue du Mozart, est-ce qu'on essaye justement de percer ce mystère-là de mais quel homme es-tu, Mozart, ou au contraire est-ce qu'on y trouve des choses pour soi qui résonnent avec soi-même? Bien sûr, mais c'est ça la force aussi mystérieuse de la musique, c'est qu'à la fois elle est extraordinairement, elle surabonde de messages personnels qui s'adressent à chacun de nous et en même temps universels. Alors ils sont dits ouvertement et ce sont pourtant des messages secrets. Et c'est là où aussi cette invisibilité de la musique est une source de liberté inouïe et qu'il faudrait à tout prix dans notre monde actuel défendre, parce que ce fort intérieur, il est attaqué de toutes parts maintenant. On est sous cette pression de l'information, des images, évidemment, du virtuel. L'intelligence artificielle me fait
extraordinairement peur, je dois dire, pour la mainmise qui risque d'être justement posée sur les prédateurs, là, sur notre monde intérieur qui est à préserver, et la musique nous aide à le préserver. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Non, mais vous avez dit que la musique était pleine de messages personnels et universels. Je vous propose qu'on écoute un extrait du 2e concerto donc, que vous interprétez sur ce disque. C'est le 27e concerto en si bémol majeur et il s'agit du 1er mouvement. Anne Kefelec, en vous regardant écouter ce moment de musique, vous sembliez presque comprendre chaque note comme un mot, comme si vous alliez nous dire ce message personnel qui vous était adressé à travers ce mouvement. Je connais mon message personnel, mais je suppose et j'espère surtout que vous, tous les deux, vous avez entendu aussi ce message personnel. Je suis pas sûre, justement, parce que j'ai l'impression que de telles œuvres comme celle de Mozart, qu'on dit appartenir à la musique classique, nécessitent une forme de connaissance, d'éducation pour pouvoir les comprendre. Écoutez, ça reste un grave débat. D'abord, bien entendu qu'il faudrait absolument que l'éducation nationale prenne en charge vraiment cette responsabilité, ce devoir même de mettre dans le bagage des enfants dès que possible l'approche de la musique, pas forcément de la connaissance au sens livresque, mais les mettre en contact. Et quand on voit bien les tout petits, comme ils sont, j'ai un petit fils d'1 an et demi, je vois bien comme il réagit à la musique et il se met à danser, et ce qu'il ressent est au-delà évidemment d'une conscience qui se formule. Mais donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a vraiment, si vous voulez, quelquefois les connaisseurs, ils savent à l'avance ce qu'ils vont entendre. Ils ont une idée préconçue et donc ils se coupent d'une forme d'émotion et d'abandon que moi j'aime énormément jouer pour les ingénus. Parce que je sais qu'il y a une forme d'humilité déjà que moi-même je ressens par rapport à ces chefs-d'œuvre, parce qu'on aura beau faire de toute manière, on aura beau travailler, passer des années, jamais on épuisera, et c'est tant mieux parce que c'est totalement inépuisable. Mais cette espèce de révélation qui peut advenir à travers une œuvre musicale et qui est d'ordre personnel, je vous assure qu'il n'est pas nécessaire forcément d'avoir, comme vous dites, fait des études ou d'avoir fait du solfège. Non, pas nécessairement. En revanche, c'est excellent pour les synapses et puis les sens cognitifs. Pour la discipline aussi, parce que pour en avoir fait, c'est parce qu'il y a une abstraction mathématique de la musique qu'il faut prendre aussi en considération. C'est une activité intellectuelle aussi extraordinairement formatrice. Formatrice. Oui, formatrice. Et formatée aussi, de fait. Elle fait rentrer quand même dans une certaine approche des textes. Vous l'avez dit, Anne Kefelec, certaines personnes attendent d'un
d'un compositeur telle ou telle émotion et se coupe, comme vous l'avez dit, de l'interprétation. À ce moment-là, il ne s'abandonne pas. Oui. Mais dans l'extrait que vous avez passé juste avant, vous aviez l'impression que je mettais des mots. Je ne mets pas des mots, mais c'est comme dans l'opéra, si vous voulez, des échanges. Il y a des questions, réponses de l'interlocuteur. Entre l'orchestre et le piano, oui, c'est ça, dans ce dialogue. Et puis, mais quelles questions vous entendez? J'ai envie de savoir, Anne Kefelec, dites-moi. To be or not to be? Carrément. Oh, très souvent. Oui. Ah oui, donc des questions métaphysiques. Ah, mais totalement. Mais la musique, c'est ça. Hein. C'est le temps. Mais vous savez, nous sommes du temps. Donc la musique le prend dans ses bras et nous aide à le vivre et à nous faire percevoir à quel point c'est beau aussi. Et comme cette beauté, elle passe. Voilà. Et sinon, elle ne serait pas la beauté de la musique. Est-ce que vous, Anne Kefelec, vous voyez, quand vous êtes derrière votre piano, si les personnes qui écoutent comprennent, comment elles sont embarquées? Est-ce qu'il y a quelque chose de physique chez les auditeurs, auditrices, spectateurs et spectatrices qui viennent vous voir? Et là, vous vous dites, j'ai la salle avec moi, il se passe quelque chose, il y a un mouvement. Comment vous voyez ça? On peut sentir cette communion-là. C'est pas de l'ordre de la communication, après, vous voyez, et ça passe pas par les mots, encore une fois, parce que, justement, je pense vraiment que la musique existe, parce que les mots ne savent pas tout de nous et ne peuvent pas tout dire. Proust disait que les grands artistes étaient des explorateurs de l'invisible, et la musique explore l'indicible. Oui, ça se perçoit, c'est très mystérieux. C'est pour ça d'ailleurs, chaque fois que je peux, et même je l'ai fait l'autre jour aux Champs-Élysées, j'ai transgressé une sorte de règle. Et bon, c'est-à-dire que j'ai pris la parole avant de jouer. J'ai dit quelques mots pour un peu situer les œuvres dans un certain contexte et évoquer le compositeur lui-même en tant qu'homme pour que, d'une certaine façon, le public, non pas, je n'explique rien, il n'y a rien à expliquer, c'est pas de cet ordre, mais qu'il se rende compte que l'humanité de cet homme va résonner dans la leur et qu'ils seront concernés. La musique, ça nous concerne. Et après, l'écoute est meilleure. Je sais qu'il y a un retour, si je puis dire, sur investissement, parce que c'est quand même un petit stress de plus. Surtout aux Champs-Élysées, je sais que là, je casse quelque chose, un code habituel. Mais en effet, après, j'ai vraiment senti que la salle que nous étions, quand je dis la salle, c'est chaque personne, parce que je ne dis pas le public, c'est pas une masse indifférenciée, ce sont des individus côte à côte et qui, la plupart d'entre eux, entre eux ne se connaissent pas, mais tout à coup, il y a une communion qui s'instaure et aussi une sorte de mystérieuse fraternité. Donc c'est vraiment une différence d'attention presque qui se joue. C'est que le fait de les prévenir ou comment dire de les engager. Vous avez raison. C'est une mise en alerte. Attention, vous allez avec moi, nous allons tous être concernés par cette traversée. Comment vous expliquez, et justement c'est peut-être pas de l'ordre de l'explicable, que parfois ça se passe et que d'autres fois ça se passe pas? Eh bien, oui, ça ne s'explique pas, vous avez entièrement raison. Et alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, je peux vous dire. Parce qu'en effet, la grâce, ça ne se décrète pas. Par ailleurs, si ça se décrétait... Ce serait une recette, ce serait terrible. Perte aussi. Oui. Voilà, donc ça fait partie des difficultés de ce métier qu'il faut accepter. Il faut se mettre en état qu'elle advienne, si possible. Et ensuite, adieu va. Et la musique, il faut la laisser venir à soi. Mais ce qui est intéressant, moi ça m'intéresse ces moments d'échec presque, parce qu'ils révèlent quoi? C'est pas vous êtes... Si, c'est moi, bien sûr. C'est vous sentez responsable de ça, pas forcément d'un lieu, d'un son, d'un téléphone qui sonne. Le téléphone qui sonne, ça on est furieux là. Inenvisageable. Hélas, même si c'est inenvisageable, c'est quasiment, c'est presque, enfin c'est devenu beaucoup trop fréquent. Mais bien sûr, ça dépend de multiples raisons. Quand vous dites le lieu, le décor, bien sûr le piano quand même compte, l'instrument. Mais c'est pas le vôtre en plus. Ça n'est pas le mien et ça fait partie des difficultés du métier de pianiste, c'est qu'on doit s'adapter au partenaire qui est là. Là on arrive, on le connaît pas et le soir il va falloir qu'on se livre à lui en quelque sorte. Oui. Et il va falloir en tirer le meilleur parti. Donc là on doit compenser et il faut accepter cette contrainte, évidemment. Mais néanmoins, on peut avoir parfois un magnifique instrument, une très belle salle, être en bonne forme. Et la grâce n'advient pas. Et d'autres fois,
où, en dépit de ces espèces de pesanteurs extérieures, eh bien, ça advient. Et c'est cadeau, donc il faut être prêt à recevoir le cadeau. J'aimerais vous faire écouter Anne Kefelec, un autre morceau de la musique, joué aussi par vous, mais ça n'est pas du Mozart. Nous vous invitons à écouter le 189e concert de jeunesse et musique par 2 récents premiers prix du Conservatoire. Anne Kefelec, premier prix de piano 1965, et Didier Lepeau, premier prix de violon 1966. Nous écouterons pour commencer Anne Kefelec qui interprète la sonate opus 110 de Beethoven. Ça vous fait beaucoup sourire, voire rire, Anne Kefelec. Comment Anne Kefelec de 2023 jugez-vous la Anne Kefelec de 1967 ? D'abord, je découvre ce document, je ne savais absolument pas que c'était diffusé dans l'émission Association Jeunesse et Musique, c'était sur France Culture. Écoutez, vous avez sous le coude de ces surprises que vous ménagez avant le notre réalisateur, ça, Nicolas Berger. Alors, je me mets en face de cette jeune pianiste qui s'attaque à... C'est un texte extraordinairement complexe et mystérieux que la sonate opus 110, 31e sonate de Beethoven. Je l'écouterai avec sympathie parce que je sens qu'elle est... Non, mais parce que je sens qu'elle est... Vous aviez 19 ans ? Oui, j'étais tout... Pour une telle sonate, c'est vrai que bon, ça reste... Il y a encore un grand chemin évidemment à faire qui est sans fin. Bon, mais je sens chez elle une sorte de pression d'énergie et une envie, en quelque sorte, d'en découdre peut-être avec Beethoven qui... ne correspondrait peut-être pas tout à fait. Je l'influencerai, enfin j'essaierai de la guider vers une sorte d'apaisement, d'une forme de sérénité qui pour moi existe dans ce premier mouvement. Et je me souviens que Beethoven, c'est la seule des 32 sonates qui n'a pas de dédicataire et je sens vraiment que ce n'est pas un hasard, que c'est comme il l'a achevé le soir de Noël 1821. Il le note sur la partition. Et je pense que c'est l'interprète qui en est le dédicataire, l'interprète et l'auditeur. Et il donne des indications personnelles énormes. Là, il met beaucoup de mots à côté des notes sur cette partition. Et c'est vraiment rarissime. Au-dessus de la première mesure que nous avons entendue, là, l'entrée de jeu, il y a 7 mots. Moderato cantabile, molto espressivo, con amabilità, sanft. Et je dirais à cette jeune pianiste, tu vois, il a mis 7 mots là, ça veut dire cette sonate lui tient particulièrement à cœur. Donc, sois attentive, apaise-toi, n'essaye pas d'exploser dans ce premier mouvement. Avec ton énergie. Vous avez l'impression que c'est presque une démonstration de force qu'elle tente de faire pas une démonstration, non, mais une espèce de fougue, de spontanéité, de vigoureuse, si vous voulez. Je suis heureuse de jouer cette œuvre, ça me fait du bien. Et puis, merci Beethoven. Et ça, je continue à le ressentir. Merci Beethoven, bien sûr. Et Mozart. Vous trouvez que l'apprentissage de la musique, au fur et à mesure, c'est l'apprentissage de l'apaisement, c'est-à-dire pas seulement d'une plus grande aisance dans la technique, mais aussi, et pas seulement non plus d'une meilleure connaissance des œuvres, mais vraiment d'une forme d'apprivoisement de l'instrument. Vous l'avez dit, le piano, c'est un instrument qui est extérieur, qu'on retrouve pas forcément dans les mêmes lieux, on peut pas emporter le sien partout, et donc on doit apprendre à faire en fonction de ces différents moments, de ces différents lieux, de ces différents pianos, avec différentes œuvres, et en fait faire ça dans la paix. Alors, je ne sais pas si ce serait dans la paix, mais en tous les cas, il y a de fait, enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, je ne peux parler que de ma propre expérience, une forme de décantation spirituelle qui s'opère à travers la fréquentation de ces sommets de beauté. Et j'ai la chance dans ce métier, ça fait partie de ces cadeaux incroyables, qu'on vit au quotidien avec la beauté. Donc, c'est à la fois, et la musique est à la fois question et réponse, et elle est
à un moment donné, on se rend compte que le fait qu'elle réponde toujours par une autre question, d'abord c'est ça aussi qui fait grandir. Et je ne peux pas m'empêcher de penser d'ailleurs à la religion juive qui est aussi questionne en permanence et à quel point c'est formateur pour l'intelligence de se remettre perpétuellement en question. Et dans ce métier de musicien, il y a cette démarche aussi de remise en question. Et de temps en temps, il y a une évidence aussi. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti avant-hier et ce que je ressens aussi parfois dans les concertos de Mozart. Tout à coup, ah ben oui, c'est évident, il est bon d'être là, il est bon d'être en vie. Et voilà, merci la vie. Est-ce que vous avez l'impression que une fois que vous ressentez cette évidence, que ça y est, vous avez la maîtrise parfaite je reviens sur ce mot de perfection et c'est pas le bon, hein, mais Non, d'un compositeur, de dire j'aurai plus d'autres territoires ou d'autres manières de l'interpréter. Vous avez interprété une multiplicité de compositeurs. On a parlé de Mozart, de Beethoven, mais il y a eu Satie qui était extrêmement dédaigné d'ailleurs par les milieux de la musique classique. Mais il revient en force. Schubert, Debussy. Oui, il revient en force. On en a même parlé assez récemment. Est-ce qu'il y a des compositeurs où vous vous dites là, c'est bon, j'en ai assez, j'en peux plus de lui. Non, jamais. C'est inouï. D'ailleurs, ils ont des clés qui se renouvellent en permanence. En fait, vous parliez de la religion juive, mais c'est un peu comme dans la philosophie aussi. C'est-à-dire qu'on n'apporte jamais une réponse, en fait. Ou en tout cas, on ne sait pas, on attend quand même quelque chose. On sait, ça fait partie aussi du mystère de l'existence. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que le rien? Pourquoi sommes-nous ici sur cette terre? Et pourquoi avons-nous tellement besoin de nous interroger là-dessus? Parce que ça pourrait aussi aller de soi, comme pour les animaux, l'existence. Je pense pas que le chat ou le chien s'interroge en se posant la question de son existence même. Il vit, et puis et même les petits-enfants aussi. Bon, après, ça vient avec le langage. On commence à avoir un outil qui permet en effet de se dire que finalement, c'est peut-être pas si normal. Et par ailleurs, l'enfance est aussi, et ça c'est quelque chose qui est beau aussi dans la musique. La musique entretient aussi dans une forme d'enfance, je trouve, parce que on est dans l'étonnement. On est dans l'étonnement en permanence, et ça c'est précieux. Et on ne peut pas s'habituer dans un métier de musicien. Et j'aime beaucoup la parole. C'est un grand philosophe. Vous allez peut-être m'aider, Géraldine. Tout à fait. J'ai la pression là. Il y a pire qu'une âme perverse, c'est une âme habituée. Ah non, ça je ne sais pas. Je sèche. Ça, vous voyez, la mémoire Et moi, mon ignorance. Mais ça me reviendra dès que l'émission sera finie. Ça, c'est certain. Donc, vous n'en avez jamais fini avec certains compositeurs. Est-ce qu'il y a des compositeurs que vous n'avez jamais eu envie de jouer, à l'inverse, qui vraiment ne vous intéressent pas et ne vous semblent pas poser des questions qui vous intéresse. Mais vous avez raison, c'est vrai que ça c'est important. On se sent quand même plus ou moins proche d'un certain univers. Oui, vous parlez de familiarité. Oui, il y a des univers alors attendez, à côté de ça, que j'aime énormément écouter, jouer par d'autres, mais dont je me sens un peu éloignée, ou en tous les cas pas. Je ne serais pas capable. C'est pour toutes sortes de raisons. Pourquoi va-t-on en effet vers certains plus que d'autres? Alors, il peut y avoir des raisons. Par exemple, Schumann, je l'ai très peu joué parce que ma meilleure amie de jeunesse, c'était Catherine Collard, qui était une extraordinaire schumannienne et il y avait vraiment une identification d'âme entre elle et Schumann. Et donc, moi, j'avais la sensation d'être en dehors de ça. Je ne pouvais pas entrer dans cette intimité. Donc, en revanche, j'avais la sensation, j'aime bien ce que dit quelquefois aussi Martha Argerich, elle le dit à propos de Schumann, que parfois elle a la sensation que Schumann l'aime bien. Et moi, j'avais la sensation que souvent Mozart m'aimait bien et qu'il fallait pas se priver de cet amour. Vous avez un fils, Anne Kefelec, qui est devenu pianiste comme vous. Vous allez jouer bientôt avec lui. Il s'appelle Gaspard de Hahn. Et est-ce que vous lui avez donné des conseils pour bien jouer? Parce que moi, j'imagine que d'avoir une mère pianiste comme vous et de me lancer dans le piano, c'est quand même une forme de pression et d'attente. Difficile. Enfin, il faut être même sans mère pianiste. Oui, de toute façon, les parents peuvent effectivement peser. Non, mais je tenais absolument à ce que mes deux fils
connaissent l'existence de la musique. Donc, ils ont fait de la musique de façon assez habituelle. Enfin, devrait être encore plus habituelle. Mais enfin, en tous les cas, c'était vers 5 ans, l'âge de 5 ans. Et puis, ça a vraiment été un déclenchement d'une révélation foudroyante pour Gaspard à travers la 4e balade de Chopin, précisément. Donc lui, c'est Chopin. Et c'était son choix. Oh, c'est Chopin. Maintenant, il joue aussi beaucoup Schubert. Il n'est pas que romantique, d'ailleurs. Non. Et puis il n'a pas fini de découvrir. Et il a sa propre personnalité. Il a aussi des outils différents parce il est très grand. Il a des grandes mains. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, des différences physiques. mais non, ce rapport est magnifiquement sain parce que il a sa propre voix VOIE et VOIX. Et il ne le vit pas, j'en suis très reconnaissante, j'en suis reconnaissante aussi à la vie, comme une pression. Non, et notre complicité à 4 mains, c'est absolument réjouissant, délicieux. Merci beaucoup Anne Kefelec. De vous, on peut écouter Mozart, piano concerto, le 20e et le 27e sortis sur le label Mirare. On pourra justement vous entendre avec votre fils Gaspard Dehaene au théâtre Le Forum. Ce sera le 22 décembre. C'est un récital à 2. On pourra aussi vous entendre à Nantes dans le cadre de la folle journée. Voilà, on va vous mettre tout un ensemble de dates parce que vous y jouez 3 fois là-bas. Et en mars, une tournée au Japon. Récital et concert avec orchestre New Japan Philharmonic. Vous parliez d'habitude de la musique, Anne Kefelec. Notre habitude s'est terminée en musique. On a donc choisi 2 musiques, 2 compositeurs, Schubert ou Satie. Lequel choisissez-vous? Alors, est-ce que je peux vous demander les œuvres en question? Normalement, on n'a pas le droit. C'est une surprise, Anne Kefelec. Oh, écoutez, pour vos auditeurs, vous-même, qu'est-ce que vous diriez? Moi, j'aime bien Satie. Moi, j'ai commencé par Satie. Je trouve que c'est plus accessible, mais après... C'est très accessible. C'est vrai, mais en même temps, Schubert aussi, il a alors, la clé de nos âmes. Oui. Bon, alors là, Schubert, la clé de nos âmes, on ne peut pas rivaliser. Merci encore à vous, Anne Kefelec, et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Issatou Endoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Raphaël Rousseau. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. À demain Géraldine.